Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. Avril 1994, avril 2024, 30 ans. Il y a 30 ans, la folie meurtrière s'est emparée d'un pays, d'un peuple qui a basculé dans l'horreur. 800 000 morts en seulement 6 semaines. Nous sommes au Rwanda. Les victimes de ce drame sont essentiellement de l'ethnie minoritaire, les Tutsis. La communauté internationale n'a pas pu empêcher ce drame. Le diplomate ghanéen Kofi Annan, alors secrétaire général des Nations Unies, secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, dira les yeux presque larmoyants que ce fut le plus cuisant échec de sa carrière. Mais le mal était déjà fait. En commémorant ce 7 avril, du moins en lançant ce 7 avril, la commémoration des 30 ans du génocide rwandais, le président Paul Kagame n'a pas manqué de rappeler la responsabilité et de fustiger le silence coupable de la communauté internationale. Mais qu'avons-nous appris de ce drame? Comment se porte le Rwanda aujourd'hui? Les démons du passé sont-ils définitivement enterrés? 3 invités avec moi pour en parler. Madame Lénie Munyakazi, vous êtes une rescapée du génocide perpétré dans votre pays, le Rwanda, il y a 30 ans. Génocide au cours duquel vous avez perdu plusieurs membres de votre famille, dont 3 de vos filles. C'est horrible ce que vous avez vécu. Vous êtes la présidente et fondatrice de l'association Toubéo Family, une association des rescapés du génocide vivant en France. Et vous êtes co-auteur de ce livre, Rwanda 1994, Paroles de rescapés, publié aux éditions L'Harmattan. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Gratien Okendikiza, vous êtes un ancien officier de l'armée burundaise. Tutsi burundais êtes-vous? D'une certaine manière, vous êtes un peu concerné par ce qui est arrivé à vos frères Tutsis de l'autre côté de la frontière. Grand soutien, êtes-vous, du président rwandais Paul Kagame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes également auteur du livre Trahison au Burundi. Et merci d'avoir accepté notre Merci Richard. Merci. Juste une petite parenthèse, je ne me revendique pas vraiment en tant que Tutsi. Oui, je sais, mais la précision valait la peine. Patrick Mbeko, vous êtes, vous, écrivain spécialiste des Grands Lacs. Alors, quel regard portez-vous sur la commémoration des 30 ans lancée le 7 avril au Rwanda? On en parle au cours de cette émission. Vous êtes également écrivain et auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commençons par vous. Madame Munyakazi, lorsque ce 7 avril, le président Paul Kagame allume la flamme du souvenir du mémorial de Gisozi à Kigali et lance ainsi la commémoration pour plusieurs mois des 30 ans du génocide rwandais. Quel sens cela avait-il pour vous, vous qui êtes une rescapée de ce drame qu'a connu votre pays? Je corrige d'abord parce que le génocide a une appellation. Ça s'appelle génocide perpétré contre les Tutsis. Ce n'est pas le génocide des Rwandais. J'ai dit génocide des Tutsis, bien sûr. Oui. C'est ce que j'ai dit, oui. Et ce qui m'a fait la journée du 7, c'est il y a 30 ans que j'ai vécu ça. Il y a 30 ans que j'ai vécu l'horreur. Et j'ai trouvé important à commémorer, à se souvenir des nôtres, pour leur donner leur place, même s'ils ne sont plus. De se souvenir de la période horrible qu'on a passée
et de toujours parler des nôtres, parce qu'ils ont vécu avec nous et c'était des personnes vivantes qui ont été atrocement massacrées. Vous considérez que les victimes sont toujours avec vous, sont toujours présentes et vivent toujours avec vous? En commémorant, on leur donne vie encore. Bon, on ne les voit pas physiquement, mais ils ne doivent pas être oubliés. Même ceux qui n'ont pas été massacrés de telle manière, on se souvient d'eux. Patrick Mbeko, c'est très important. Madame a tenu à faire une précision. C'est vrai que moi, j'ai dit génocide des Tutsis. Madame Mouangazi a tenu à préciser qu'il faut dire génocide des Rwandais. Alors c'est vrai que le débat existe, cette querelle des mots existe entre certains qui préfèrent qu'on dise génocide des Rwandais en faisant allusion, bien entendu, en pensant, bien entendu, à quelques victimes qui ne sont pas forcément Tutsis, mais au regard de l'ampleur en termes numériques de ce génocide, est-ce que cette querelle vaut vraiment la peine, selon vous? Personnellement, je crois que d'abord, c'est une terrible tragédie qui a frappé non seulement le continent, non seulement les Rwandais, mais l'Afrique et l'humanité. C'est la raison pour laquelle on a dit que l'humanité a failli au Rwanda. C'est ça. Maintenant, s'agissant du débat, je dois quand même rappeler que jusqu'en 2017, l'ONU parlait du génocide rwandais parce qu'on partait du principe qu'il y avait eu des victimes Tutsis qui avaient été ciblées comme telles, mais il y a aussi des victimes Hutus qui ont été ciblées comme telles. Et c'est la raison pour laquelle les premières résolutions des Nations Unies parlaient du génocide rwandais. Et d'ailleurs, on parlait des massacres des Tutsis et des Hutus dits modérés. Oui. Et donc ça, c'est le mot. Et il y a eu, de mon point de vue, une politisation de l'enjeu qui a fait qu'en 2017, l'ONU a dû, sans vote, il faut rappeler, il n'y a pas eu de vote, il n'y a rien eu, à la demande du président Kagame, en tout cas du Rwandais, des pressions qui ont été exercées sur les Nations Unies pour qu'il y ait une forme de réqualification de la dénomination génocide rwandais pour génocide des Tutsis. Mais pendant ce débat-là, il y a eu deux interventions très importantes qu'il faut relever, qui sont celles de la représentation américaine à l'ONU et de la représentation britannique. Et lorsqu'on a parlé de génocide, lorsque le Rwanda avait demandé qu'on parle essentiellement du génocide des Tutsis, les Américains, les Britanniques ont fait savoir qu'il y avait aussi des Hutus, il ne faut pas l'oublier. Et d'ailleurs, lors des commémorations des 30 ans, justement, il y a quelques semaines, il y a quelques jours, le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, a rappelé cela pour dire qu'il ne faut pas sanctuariser ce drame pour en faire un drame ethnique. Oui, en fait, les gens ont été ciblés pour ça en partie, mais c'est d'abord une tragédie nationale qui a touché tout le peuple rwandais. Et d'ailleurs, je veux conclure là, il y a même un groupe auquel on ne parle pas beaucoup, auquel on ne pense pas souvent, ce sont les Touaregs qui ont aussi été massacrés et que l'ONU reconnaît dans l'un de ses rapports à l'époque. Mais aujourd'hui, on parle essentiellement, et si vous regardez aujourd'hui toutes les dépêches de presse depuis quelques jours, on parle de génocide des Tutsis et des Hutus modérés. Moi, personnellement, je ne suis pas très d'accord avec l'expression Hutus modérés, mais on pourra y revenir. Mais c'est un drame de mon point de vue qui a touché autant les Tutsis, les Hutus que les Touaregs. Gratien, Okendikiza, pour que ceux qui sont étrangers au drame dont nous parlons ici comprennent rapidement comment tout ça est né. Vous êtes un officier de l'armée burundaise, je l'ai rappelé. Nous sommes le 6 avril 1994. Le président rwandais Juvenal Habyarimana et son homologue burundais Cyprien Ntaryamira sont à bord d'un avion, un Falcon 50, qui devait atterrir à Kigali. Un missile est lancé, l'atteint de plein fouet. Les deux décèdent avec les membres de l'équipage. Le 7 avril, c'est-à-dire le lendemain, le Rwanda bascule dans l'horreur. Des informations que vous avez aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé le 6 avril? Qui a tué Juvenal Habyarimana?
Bon, tout d'abord, je vais rectifier une chose. Bon, juste, on parle le génocide. Quand on dit génocide rwandais, Tutsi et Hutu modérés, d'abord, excluons. S'il n'y avait pas de génocide, s'il n'y avait pas les Tutsis tués, s'ils avaient tué que les Hutus modérés, on ne parlerait pas de On est génocide. totalement d'accord. De ce point de vue. Oui, cela veut dire que finalement, le génocide concerne, quand on parle de génocide, c'est-à-dire qu'on tue tout le monde, les enfants, les femmes, les hommes. Ça s'est passé contre les Tutsis. Sur les barrières, on tuait tous les Tutsis. Donc, ça veut dire que le génocide concerne les Tutsis. Comme par exemple, on peut dire que personne n'oserait dire qu'il y a eu un génocide allemand ou français parce qu'ils ont tué les Juifs. On dit toujours que c'est un génocide contre les Juifs parce qu'on a tué les Juifs, mais il y a... Non, en Allemagne, c'est différent. C'est Oui, l'État. oui. C'est l'État. C'est l'État, Oui, c'est l'État justement, mais ouais. même au Rwanda, c'était préparé. Ouais. Alors, revenons à la question que vous posez. Oui, c'est comme ça que le drame a commencé et qui justifie aujourd'hui qu'on fasse cette émission. Alors, je vais vous dire, moi, oui. de qualité d'ancien officier, je reste toujours officier, j'étais au Rwanda plusieurs fois. Oui. J'ai même fait, j'ai écouté la thèse du juge Brugger, d'ailleurs, qui est complètement écarté par un autre juge. J'étais au Rwanda, j'étais sur la colline Masaka. On dit, à cet endroit-là, ça a été tiré. J'étais voir l'avion où l'avion a été écrasé. Oui. Et j'ai constaté que c'était impossible de tirer sur un avion à ce moment-là et que l'avion continue son chemin jusqu'à côté juste du lieu de résidence du président. Il n'y a pas eu de missile tiré? Non, je vous explique. Okay. Je parle d'endroit. D'accord. Donc, ils disent que c'est les gens du FPR qui, certains disent, mais la thèse est déjà balayée parce qu'Abdul, qui disait que le témoin, le fameux témoin du juge Brugger, qui était au FPR, il n'a jamais été au CND, il n'a jamais été à Kigali. Ce n'était même pas un militaire. C'était un infirmier. Lui-même qui reconnaît qu'il a été induit en erreur. Mais Dieu, son âme, il est mort. Mais en réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Les missiles, il y a 2 missiles qui ont été tirés, un qui l'a raté. Les missiles ont été tirés du camp Kanombe, à côté, juste pas loin, où résidait le colonel de Quintin, un colonel français qui formait l'armée française. Et en ce moment-là, c'est un autre missile qui a été tiré. Et du coup, quand l'avion est tombé, finalement, ils ont interdit même les gens de la Noire pour venir chercher. Par contre, si on revient en arrière, le colonel Bagosora, qui était le directeur de cabinet au ministère de la Défense, oui. Il avait dit 2 jours avant que si Habyarimana se rend à Dar es Salaam pour signer les accords, que son avion va être abattu. Le Hassan Ngeze, qui avait la radio RTL1, il avait témoigné, il avait dit aux gens que si jamais il signe ces accords, que ça sera sa mort. Et les gens qui ont commis le génocide, qui ont commencé à tuer les Tutsis en premier, oui. Contrairement à ce que les gens disent, ce ne sont pas les miliciens, ce sont les militaires du camp Kanombe, des paracommandos, qui sont sortis en premier pour commencer à tuer donc, les Tutsis. De tout ce que vous nous racontez, Gatien, Odi Kinkiza, qui est finalement tué le président Juvenal Abiad? C'est lui qui a tué, bien sûr, c'est dans le camp du président eux-mêmes qui ont tué le président parce que le président... Pensez-vous? Oui, bien sûr, je suis convaincu. Il y a même des preuves. C'est un Hutu qui a tué un autre président Hutu? Oui, parce qu'il ne voulait pas... Pour faire porter la responsabilité aux Tutsis? Non, parce qu'il ne voulait pas que les accords soient mis en application. Ah, ça n'avait rien à voir avec les Tutsis? Mais non, au départ, il ne voulait pas. Il y avait 2 choses. C'est pour ça d'ailleurs que le général Sabimana a été obligé de partir avec le président parce que le colonel Bagosora voulait qu'il parte avec le président pour qu'il meure dans l'avion. Et d'ailleurs, même pour revenir de Dar es Salaam, il ne voulait pas embarquer. C'est le président qui l'a presque forcé. Et il voulait que celui-là, son général Sabimana, il ne voulait pas un génocide. Mais Bagosora voulait en même temps tuer le président et commettre un génocide. Et de ce fait, celui qui s'opposait, il a été envoyé sans le savoir. Bon, il le savait, mais il a su après. Alors, avant que je ne vienne à vous très rapidement, puisque vous êtes dans une posture où nous sommes obligés de bien respecter votre douleur, puisque de la douleur, vous en avez, madame. Très rapidement, c'est cynique. Vous avez posé une question qui est très simple. Et, de considérer que les Hutus
pour tuer leur propre frère ou tout pour faire porter la responsabilité, le chapeau au C'est une thèse qui est véhiculée dans les milieux du FPR, du président Kagame. Mais vous avez posé une question, il n'a pas répondu à votre question. Il a dit beaucoup de choses, mais il n'a pas répondu à votre question. Je dois rappeler qu'il y a eu plusieurs enquêtes sur l'attentat du 6 avril. Il y a eu une enquête en Espagne. La justice espagnole, le juge espagnol a statué que l'avion avait été abattu par les hommes de Kagame. Il y a eu une enquête qui avait commencé en Belgique, qui pointait dans le même sens. En France, il y a eu une enquête du juge Bruguière qui avait pointé en direction de Kagame avant qu'il y ait un changement de cap, après que le dossier a été repris par le juge Marc Trévidic. Et moi, je peux vous dire ici, je veux vous dire ici que l'enquête du juge Trévidic a été questionnée par plusieurs magistrats. Et vous allez le savoir bientôt parce que je vais publier un livre là-dessus où je reviens sur cette affaire-là. Mais je veux vous donner aussi... Oui, parce que ce sont des témoignages qui émanent du système français. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le témoignage des gens qui ont travaillé avec le président Kagame, qui étaient ses compagnons d'armes. Je parle ici de feu Patrick Areguia, qui était le patron des services de renseignement du FPR, mais aussi du colonel Kayumba Nyamwasa, qui était le chef d'état-major de l'armée de Kagame, et qui ont clairement dit que l'avion a été abattu par les éléments de leur propre armée et que l'ordre venait de Kagame. Maintenant, deuxième chose qui est très importante, parce que si on pose la question de l'attentat, il faut comprendre ceci. Pourquoi l'enjeu de l'attentat est important? Oui, c'est important de comprendre ça. Justement parce que, selon les Nations Unies, l'attentat du 6 avril constitue l'élément déclencheur du génocide. Oui. Donc il y a un lien de cause à effet entre les responsables de l'attentat et les crimes qui ont été perpétrés par la suite. Et c'est la raison pour laquelle ce dossier est devenu très sensible, a été très, très politisé. Mais si on part du principe, comme l'a dit la procureure du TPIR, le tribunal pénal international pour le Rwanda, Madame Carla Del Ponte, qu'est-ce qu'elle a dit? S'il s'avère que c'est le FPR qui a abattu l'avion, l'histoire du génocide devra être réécrite. C'est ça le vrai enjeu. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous posez la question de savoir qui a abattu l'avion, les gens commencent à dire tout et son contraire. Et je veux finir par dire une chose. La chose la plus étonnante de cette affaire, parce que la justice française a remis en question le postulat du juge Bruguière, mais la justice française a dit qu'il y avait un non-lieu. Donc on ne sait pas. Donc, imaginez pendant 20 ans, la justice française, qui a été très politisée dans cette affaire, pendant 20 ans a enquêté pour nous dire au final qu'on ne sait pas qui a battu l'avion. Et pourquoi Kigali, pourquoi Kagame ne s'offusque pas, puisque si ce sont les Hutus qui ont abattu l'avion, donc ce sont eux, en fait, qui ont déclenché le génocide, comme il le dit. Mais pourquoi Kagame ne hausse pas le ton? Mais on peut poser à mais la question... Bon, d'abord, le juge Trévidic, le dernier, il a bien statué comme quoi ça a été abattu. L'avion est... Bien sûr. Il a bien dit. Il a bien dit, il a fait des analyses balistiques. Le tir, même ceux qui défendaient le tir de Massacre ont changé d'avis. Avez-vous lu le rapport balistique? Ont changé d'avis. Oui, bien sûr. Bien sûr, je l'ai lu. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est parce que dans le rapport balistique, le juge Trévidic ne tranche pas. On est dans les hypothèses. Et toutes les personnes qui défendaient la thèse... Moi, j'ai appris un peu de la balistique. Je suis capitaine de l'armée. Je reste sur le rapport. Est-ce que le rapport dit que ce sont les Hutus qui ont abattu l'avion? Si. Est-ce que le rapport le dit? Ils disent bien, ça a été tiré du camp. Non. Est-ce que le rapport dit que ce sont les Hutus qui ont abattu l'avion? Tout d'abord, le général Kayumba, qui devait venir témoigner à Paris, finalement, il a dit que il n'a pas d'éléments. Je vais vous apporter une information que vous ne savez pas. Oui. L'avocat du général Kayumba Nyamwasa a demandé à ce que son client soit entendu par la justice française. Et la justice française a refusé. Vous savez pourquoi? Non. Parce que le monsieur qui avait été nommé par Sarkozy pour faire sauter le dossier de l'attentat s'appelle monsieur Bernard Kouchner, qui est un ami de Paul Kagame. Quand Bernard Kouchner devient le ministre des Affaires étrangères du président Sarkozy, il met en place une task force composée de madame Charlotte Montel, de monsieur Contini, qui va devenir ambassadeur de France au Rwanda, et d'un autre diplomate, et de madame Sylvie Pand, qui est une magistrate. Et au moment où l'avocate de Kayumba Nyamwasa demande à la justice française d'entendre son client, la France refuse. Vous savez pourquoi? Parce que Mme Charlotte Montel était à cette époque-là nommée secrétaire
à l'ambassade de France en Afrique du Sud et elle va faire sauter le dossier. Non, monsieur, vous avez tort parce que la justice française n'a pas eu l'autorisation. Le juge n'a pas eu l'autorisation d'aller en Afrique du Sud pour enquêter, pour poser des questions à Kayumba Nyamwasa. Et Kayumba Nyamwasa, au moment où il devait venir, il y avait toutes les autorisations. Il n'est pas venu. Je peux faire une petite révélation? Il n'est pas venu. Je peux vous faire une petite révélation ici, sur le plateau? Monsieur. Moi, si vous permettez... Non, finissez très rapidement. J'ai la fille David, j'ai une copie de la fille David du général Kayumba Nyamwasa sur l'organisation de l'attentat. Et la justice française n'a jamais voulu l'entendre. Je peux le présenter. Et pourquoi? Attendez, c'est pas question de dire... Parce que quand Sarkozy est arrivé au pouvoir, il s'est engagé à se rapprocher du Rwanda et du président Kagame. Et l'objectif était de faire sauter le dossier de l'attentat qui avait été monté par le juge. Alors très rapidement, avant que madame ne prenne la parole. Alors, en criminologie ou dans une enquête pénale, on pose la question à qui profite le crime. Pourquoi les Tutsis quel intérêt auraient-ils eu à abattre l'avion du président Parce que Kagame voulait s'emparer du pouvoir par la force. Si en cas d'élection, Kagame n'allait pas le gagner parce que le Rwanda, on s'est été fracturé ethniquement. Donc la mathématique ethnique allait plaider en faveur des Hutus qui sont majoritaires. Et donc le président Kagame... Là, vous supposez des élections. C'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Mais c'est l'hypothèse, mais en même temps, il faut savoir, il ne faut pas dire que c'est... Absolument. Mais on reviendra sur Kagame, je vous dis, même les gens qui sont au CND, les militaires qui étaient au Parlement, le soir, il y avait les gens de Minoir qui étaient là. Ils n'ont pas bougé. Ils ont bougé le lendemain après-midi. Même les militaires de Kagame qui étaient à Moulindi n'ont pas bougé sur le champ. Donc, les tirs, tout le monde, même jusqu'aujourd'hui, les tirs sont partis du camp Canon. Vous avez cité la Minoire. Voici ce que Amadou Démé, qui est l'officier de renseignement de la Minoire, dit. Il dit ceci. On a interdit à la Minoire déjà d'aller chercher la boîte noire. Non. Pourquoi les Français ont interdit? Le premier officier qui arrive devant les débris de l'avion, c'est le capitaine Amadou Démé, qui était le responsable du renseignement au sein de la Minoire. Et il a dit ceci. Non, c'est pas lui qui est arrivé. Non. C'est en France qui est arrivé. Mais alors, on ne saura jamais. De toute façon, avançons. Alors, madame, comment vous situez-vous par rapport... le plus important dans ce débat, ce n'est pas véritablement... Non, moi, je n'ai pas besoin d'entendre ça. Voilà, parce que moi, je suis dans les 100 jours de mémoire des miens. Absolument. Et là, ça devient... Oui. Qui a bâti l'avion, j'étais au Rwanda, j'avais 33 ans. C'est ça. Je connais la vérité sur ceux qui se préparaient. J'ai vu tout ça. Donc, je ne veux pas entendre des formations. Oui, d'accord. Donc, je préfère ne pas rentrer dans ce débat. Bien sûr. Nous, on va continuer. Oui, donc, moi, je pense que c'était pour rendre hommage. Bien sûr, absolument. Et respecter la mémoire. Mais c'est ce que nous allons faire. D'un million de Tutsis qui ont été massacrés. Absolument. Et c'est ce que nous allons faire. Je suis totalement d'accord avec vous. Bien sûr. Ouais. Et moi, personnellement, je veux vous dire, moi, je compatis avec tous les Rwandais, qu'ils soient Tutsis ou Tuétois. Et d'ailleurs, le livre que je veux publier, madame, je le dédie à 2 rescapés Tutsis. 2. Ouais. Parce que j'estime que ce qui s'est passé au Rwanda est quelque chose qui fait honte à l'espèce humaine. Les gens ont fait preuve d'une animosité qui ne s'explique pas 30 ans plus tard. Moi, je ne suis pas rwandais, je ne rentre pas dans ce débat, mais je trouve qu'il est important pour le bien-être des Rwandais, mais aussi pour construire un pays prospère, il faut le faire dans la vérité. Vous comprenez? Moi, quand vous dites qu'il y a eu 1 million de Tutsis qui ont été massacrés, excusez-moi, madame, je suis un peu gêné parce qu'au Rwanda, il n'y avait pas 1 million de Tutsis à l'époque. Il y avait 700 000 Tutsis à l'époque. Même 1 million, c'est très peu. Même si c'est 500 000, c'est déjà... Et puis, ce n'est pas une question de nombre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Même si c'est 200 000, c'est déjà beaucoup. Moi, j'ai entendu votre histoire. Ouais. Ça m'a choqué. Vous avez perdu vos enfants. Vous avez perdu les membres de vos familles. Oui. Les membres de vos... Je connais beaucoup de Rwandais qui ont perdu les membres de leur famille. Vous savez Kizito Mihigo, qui est mort, le rescapé Tutsi. Moi, j'ai échangé avec lui. Il avait perdu les membres de sa famille. On entend ces gens... Je propose qu'on marque une coup de pause. On revient dans quelques instants, dans quelques petites minutes pour suivre cet échange. Merci. À tout de suite.
NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission consacrée à la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis. Mes trois invités sont toujours avec moi. Patrick Mbeko, vous étiez en train de nous expliquer comment et combien vous compatissez aussi et surtout à la douleur des rescapés de ce drame dont nous sommes en train de parler et drame dont l'étendue, au fond, nous interdit moralement d'entrer dans cette spéculation qui, normalement, ne respecterait plus finalement la mémoire de certains. Je suis d'accord. Moi, je crois que, et comme je le disais tantôt, moi, Madame Onyakazi, quand je vous ai entendu présenter sa brève biographie, ce qui lui est arrivé, moi, ça m'a choqué. Mais oui. C'est le cas de beaucoup de Rwandais, des centaines de milliers, voire des millions de Rwandais. Et donc, moi, je crois que on peut avoir un débat sain et je suis mal à l'aise quand on essaie de politiser ou de faire de la récupération autour de cette histoire. Parce qu'il s'agit de vies humaines et personnellement, je crois que l'on soit rwandais ou pas, les victimes Tutsi, Hutu et Tutsi de ce génocide ne méritent pas que l'on adopte de telles postures. Mais puisque vous êtes géopolitologue et que vous avez des connaissances assez solides en histoire, oui. Il y a quand même qu'il faut revenir à la genèse de la coexistence des groupes ethniques au Rwanda. Dans les années 50, vers la fin des années 50 jusqu'en 1994, l'ethnicisme au Rwanda a provoqué le départ en exil de beaucoup de Tutsis. Non, je veux corriger. Il y a eu une révolution Hutu en 1959. Oui. Qui a fait beaucoup de victimes Tutsis. C'est ça. Et beaucoup sont allés en exil dans les pays voisins. Oui. On ne peut pas oublier ça. Hein. C'est important de le rappeler. C'est le terreau qui a alimenté toutes les formes de haine. Ce n'est pas le terreau. Mais on ne peut pas oublier ça parce que ça fait partie de l'histoire tragique du Rwanda. C'est ça. Mais il faut en même temps rappeler que la révolution de 59 est le produit d'un système de servage qui régnait au Rwanda avant. C'est ça le problème. Pas les colonisateurs. Non, parce que le Rwanda était une monarchie qui était dominée par des Tutsis, et dans lequel les Hutus étaient considérés, entre guillemets, comme les citoyens de seconde zone. Et lorsqu'il y a eu la révolution sociale, elle a été violente. On s'est attaqué aux Tutsis, qui était la monarchie qui était là et qui est tombée. Par la suite, il y a eu des tentatives de retour des Tutsis en exil qui ont mené des attaques contre le Rwanda, qui se sont soldées encore une fois par des pogroms contre des Tutsis qui n'avaient rien demandé, qui étaient au Rwanda. Et beaucoup sont allés en exil aux Zaïre dans plusieurs pays. Ça, c'est un fait. Et puis, vous avez eu un régime qui est arrivé, qui s'était montré assez dur à l'égard des Tutsis. C'est un fait que personne ne peut nier. Et c'est d'ailleurs à cause de ces tensions ethniques couplées à des tensions ethniques au niveau régional, parce qu'il y avait aussi des dissensions entre les Tutsis nord et du Sud, qui va mener au coup d'État de 73 du président Habyarimana. Mais de 73 à 90, je dis 90 parce que ça, c'est l'année de la guerre lancée par les exilés Tutsis qui s'étaient regroupés au sein du FPR contre le Rwanda, le 1er octobre 90. Mais entre 73 et 90, il n'y a aucune trace de programme contre les Tutsis. Et ça, c'est la documentation scientifique vérifiable. Ce qui n'atténue pas ce qui se passe maintenant. Est-ce que vous savez ce qui se passait entre 73 et 90 J'arrive. Le massacre. J'arrive. Oui. Et puis, il y a eu, dans les années 90, des tensions. Allez-y très rapidement, madame. Il y a eu des massacres, mais les choses basculent avec la guerre qui est lancée le 1er octobre 90 par le FPR à partir de l'Ouganda. C'est à partir de ce moment-là qu'on va assister à la radicalisation des positions au Rwanda, aussi bien du côté des Hutus que du côté des Tutsis. Cela dit, ça reste le point de vue d'un observateur. Il n'est pas rwandais, vous êtes rwandaise. Oui, et donc, alors, donnez-nous, plongez-nous, expliquez-nous avec pédagogie les ressorts historiques. Les ressorts historiques, c'est la discrimination raciale. Comme il parle à partir de 1959, 63, 73, il y a eu des Tutsis qui ont été massacrés. Exactement. Il y en a qui ont fui. Les Tutsis n'avaient pas droit aux études, ils n'avaient pas droit au travail, ils n'avaient droit à rien. Et ça, c'est très fort. Ça aussi, on ne peut pas dire que c'est macheté qui est visible seulement. Il n'y a pas que les machettes. On tue à petit feu. Mais ça, c'est en quelle année, ça? Moi-même, je suis victime je sais qu'il y avait des quotas, de la chasse de l'école.
à mon collège en 1973. J'avais 12 ans. Mon père fut emprisonné. L'avion n'était pas encore, l'avion d'Abiyarimana n'existait pas. Non. Donc, il y a une histoire que vous devez maîtriser de ce qui se passait au C'est ce Rwanda. que j'ai dit, maman. Ce n'est pas quelque chose qui est arrivé en 1990. Parce qu'en 1990, ce sont des réfugiés qui voulaient rentrer chez eux, qui avaient négocié pour rentrer chez eux. Nous, on était des citoyens rwandais, mais qui étaient attaqués parce que la PR a attaqué le Rwanda, parce que l'armée a été créée en Ouganda et que ces gens voulaient regagner leur pays par force parce qu'ils n'avaient pas eu l'autorisation de rentrer. Et il y a un détail aussi qui est important qu'il faut relever. C'est que, parce que ce qu'elle dit est vrai, c'est que quand elle dit, et c'est pour ça que j'ai été précis dans les dates, j'ai dit de 59 à 73, il y a eu des programmes anti-Tutsis. Mais souvent, il y avait aussi, c'est parce qu'il y avait des attaques des Tutsis de la diaspora contre le Rwanda, leur pays d'origine. Mais au-delà de ça, il y avait quand même un sentiment anti-Tutsi qui était entretenu par le président qui est en place. Ça, c'est un fait. Quand il y a le coup d'État de 73, ça change un peu. En réalité, de 73 à 90, la rivalité n'est pas entre les Tutsis et les Hutus. C'est entre les Hutus du Nord et les Hutus du Sud. Et ça, c'est un élément qu'on n'apporte pas dans la compréhension des événements. Le sentiment anti-Tutsi va revenir à partir de la guerre menée par les exilés Tutsis contre leur pays d'origine le 1er octobre 90. Mais entre 73... Mais il faut bien qu'ils reviennent dans leur pays. Mais exactement, il y avait des discussions. Il y avait de ce point de vue, il n'y a pas de souci. C'est très clair, c'est documenté. Mais de 73 à 90, on ne dit pas souvent que ce ne sont pas les Tutsis qui sont marginalisés, même s'il y a des quotas, ce sont les Hutus du Sud. Parce que le président qui était en place après l'indépendance, c'est un Hutu du Sud. Celui qui fait le coup d'État en 73 à Biarimana, c'est un Hutu du Nord. Donc il y avait en fait un enjeu régional qui ne dit pas son nom et qui va se matérialiser après la guerre du FPR. Vous savez pourquoi? Parce que ceux qui vont soutenir le Kagame, le FPR, ce sont les Hutus du Sud. Non. Beaucoup de Hutus du Sud, et ça d'ailleurs, l'une des personnes qui me le confie... Vous savez, attendez, c'est qui me le confie? Attends, Richard, vous savez qui me le confie? C'est le directeur de cabinet du président Abiyarimana, M. Enoch Rohigera. C'est lui qui me le confie et c'est soutenu par la littérature aujourd'hui. Mais, comme je dis ici... Avant que madame prenne la parole, il y a quelque chose de vrai. Ce que vous dites, c'est que pendant les génocides, par exemple, à Butare, vers le sud, il y a eu moins de génocides. Ils n'ont même pas commencé dès le départ. Exactement. Il a fallu l'intervention de celui qui était le président intérimaire. Juste, il a été là-bas pour dire qu'est-ce que vous attendez, vous. Ce qui fait que... Mais cette façon de marginaliser, ils avaient déjà marginalisé les Tutsis. C'était fini. Mais c'était un problème entre les Hutus et les Hutus du Nord, les Bakiga et les Banyanduga. C'est ça? Mais c'est que justement, on disait que les gens du Sud ressemblent aux Tutsis. Dans la tête, c'était ça, le physique qui marquait tout. Ils étaient assimilés aux Tutsis. Non, moi je pense que c'était beaucoup plus complexe. Parce que quand on examine la littérature, on regarde le positionnement, on peut voir la même chose chez les Tutsis. Parce que les Tutsis, quand on parle du génocide des Tutsis, oui, mais il faut aussi dire le rôle que jouent les Tutsis de la diaspora contre les Tutsis de l'intérieur. Ça, c'est un autre élément qu'on apporte, qu'on ne met pas... Oui, c'est un élément qu'on ne met pas de l'avant parce que lorsque Kagame fait sa guerre, Kagame ne fait pas sa guerre pour les Tutsis de l'intérieur. Il fait la guerre pour reconquérir le pouvoir perdu. Et c'est comme ça, c'est une guerre militaire. Son pays avec ses parents. C'est son droit. Oui, mais il faut rappeler que Kagame était devenu citoyen ougandais. Il était le directeur adjoint des services de renseignement ougandais. Quand il est allé se faire former aux États-Unis, il est allé comme citoyen ougandais. Quand il décide de faire la guerre contre ce pays, il redevient rwandais. Il était d'origine rwandaise. Oui. Mais quand ils font la guerre au Rwanda, quand ils viennent, même quand ils abattent l'avion du président Abiyarimana, les premières victimes, moi j'ai été surpris, et je ne veux pas vous tout mettre sur la table parce que c'est un travail sur lequel c'est un travail que je vais publier bientôt, mais les premières victimes, contrairement à ce que l'on raconte, c'est d'abord les Hutus de l'opposition. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux représentent une alternative crédible en cas d'élection. Et c'est ce qu'on va neutraliser. Une fois qu'on neutralise, et ça c'est une militante de droits de l'homme qui me dit, M. Mbeko, ils ont massacré tous les Hutus de l'opposition, les leaders Hutus. Quand ils finissent, ils se tournent vers les Tutsis, ils commencent à massacrer les Tutsis. Donc il y avait des enjeux, du pouvoir qui transcendaient... Non, il y a juste... Ce que vous dites, cela veut dire qu'il y avait les gens, il y avait le président du Sénat, il y avait les gens
qui devaient accéder au pouvoir. C'est ça. Donc, ils ont commencé par éliminer ces gens. Les gens se disent, ils ont commencé par les Hutus. Non, ils ont commencé, oui, bien sûr, par les Hutus, mais qui pouvaient accéder légalement, notamment le président de la Cour constitutionnelle, le président du Sénat, tous ceux, les modérés qui pouvaient empêcher de faire le génocide, ils ont été éliminés. En fait, c'était une façon de les éliminer. Juste, comme j'ai la parole, juste un petit point. Là, quand on parle des Hutus et des Tutsis au Rwanda, on a l'impression que les gens qui sont de l'extérieur. Ce ne sont pas des ethnies différentes. C'est une seule ethnie, en fait. C'est pardon? C'est une seule ethnie, en réalité. Exactement. Ce ne sont pas des ethnies. On a l'impression que c'est des gens qui viennent ailleurs. Exactement. Alors, je vais vous étonner. J'ai acheté un rapport, non, une thèse de doctorat ici en France, qui a été fait par un monsieur qui s'appelle Nyagahene, un grand historien rwandais, qui a été publié en France. Il y a des statistiques. Le président Kagame, il est du clan des Abeiga. Exactement. Abeiga. C'est un sous-clan, un sous-groupe. Un sous-groupe. Alors, le clan Abeiga, 75% des Abeiga sont des Hutus. 25% sont des Tutsis, dont Kagame. C'est-à-dire que si on prend le clan de Kagame, le clan, c'est-à-dire qu'ils ont l'arrière-arrière-grand-père. C'est ça, bien sûr. Si on prend le clan de Kagame, c'est un clan Hutu. Je vais vous étonner encore. Abiyarimana, c'était son père, c'était Byungula, son arrière-arrière-grand-père. Et Museveni, c'était Gisita. Et les deux, Byungula et Gisita, avaient le même père, Mateke. Et d'ailleurs, même dans le cabinet du président... Du président Abiyarimana. Oui, il s'appelle Mateke. Oui. Et donc, du coup, les deux sont des frères. C'est-à-dire que ce sont des cousins éloignés. Mais la fracture est intervenue. La naissance des Hutus et des Tutsis, ça, c'est intervenu en 1345 avec un roi qu'on appelle Chilimarugwe, parce qu'il fallait faire une guerre. C'était une façon de promouvoir... Mais en fait, la réalité, c'est ceci. Tout ce qu'il dit vous permet de comprendre une chose. Mal de l'histoire du le conflit de Rwanda... Vous allez nous apporter des correctifs, c'est important que vous... Et vous savez, la première question, pourquoi l'ONU parle du génocide rwandais au début? Et là, vous allez comprendre pourquoi, par rapport aux explications qui sont données. Parce qu'en réalité, le conflit n'est pas ethnique, il est politique. Et si vous voulez comprendre ça, il suffit d'écouter tous les observateurs. Mais pourquoi? Mais on ne peut pas exclure sa dimension ethnique. Il y a eu... Attendez, il y a ceci. Ah. Le conflit est politico-militaire et l'ethnie va devenir un élément opérant. C'est-à-dire qu'on va l'instrumentaliser de tous les côtés. Les Hutus vont instrumentaliser l'ethnie, les extrémistes Hutus et les extrémistes Tutsis. C'est un facteur subsidiaire. Exact, qui va être instrumentalisé. Et c'est pour ça, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs, quand vous observez aujourd'hui, je vais vous donner un exemple simple. Aujourd'hui, Richard, qui sont les adversaires les plus résolus du FPR? Ce sont les exilés Tutsis qui étaient avec Kagame. Et qui sont aujourd'hui au sein du RNC, le Congrès national rwandais. Madame Mouarkazi n'est pas d'accord avec vous. Parce que alors, si vous je ne suis pas d'accord parce que vous voulez parler de l'histoire du Rwanda en tant que quelqu'un, comme si vous étiez rwandais. Moi, je ne peux pas être d'accord avec toi. D'accord. Avec vous, pardon. Allez-y. Parce que vous dites que ce n'est pas un conflit ethnique. C'est un conflit ethnique où chaque Hutu paysan, il possède une arme pour tuer son voisin, son ami, son parent, sa femme. Ça, c'est pas politique. C'est vraiment la haine. On a tué des Tutsis parce qu'ils l'étaient, madame. J'ai dit ça. Il y a des Hutus, des extrémistes... si vous rentrez ça dans la politique, nous, on ne voit pas. Mon voisin n'était pas politicien. Madame, moi, c'est important ce que dit, madame. Moi, je vous explique en tant que scientifique. Ça, c'est que vous imaginez que quand on est un étranger, on transforme les choses telles que l'on veut. Madame, je vous donne un exemple. Mais je pense qu'il vaut mieux... Oui. Kizito Mihigo, qui est rescapé comme vous, a fait une chanson dans laquelle il dit... Oui, les nôtres ont été massacrés, les Tutsis, mais il est temps de reconnaître aussi que les autres ont été tués. On l'a assassiné. Oui, j'arrive. Mais quand je parle de la dimension politique, je ne dis pas, je ne néglige pas l'ethnie. Attention. Ah, mais c'est important de le préciser. J'ai bien dit ceci. Oui. Vous avez deux groupes qui se font la guerre. Le conflit, il est politico-militaire. Mais comme ces gens appartiennent à des clans, à des groupes qui sont ethniquement catégorisés, la dimension ethnique s'invite dans ce conflit-là. Je ne dis pas que l'ethnie n'existe pas parce que... Madame, attendez, il faut qu'on comprenne. Attends, je pense qu'il faut m'écouter. J'ai bien dit
il y a des voisins extrémistes Tutsis, même pas extrémistes Hutus, qui ont massacré leurs frères Tutsis au Rwanda. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Attendez, madame, j'arrive. Ils ont massacré parce qu'ils étaient Tutsis. Il ne faut pas me faire mal comme ça. Parce que je n'ai pas vu un Tutsi prendre une machette pour massacrer son frère. Non, madame, il y a des données qui comptent. J'ai des citations. De toute façon, c'est pas pendant le génocide. Attention. Les hommes de Kagame ont massacré systématiquement des Hutus. Et ça, c'est dans des rapports secrets de l'ONU. C'est des mensonges. Ils n'étaient pas assez nombreux pour massacrer. Les gens qui ont massacré au Rwanda, les Hutus, c'est parce qu'ils avaient une milice. On ne peut pas faire la guerre et en même temps massacrer la population. Ils n'avaient pas assez de gens. Nous massacrer les Hutus. Monsieur Mbeko, Madame Mouyakazi a dit quelque chose de totalement pertinent qui doit interpeller. Quand vous allez dans l'arrière-pays, les gens ne font pas la politique. Non. Quand des gens qui fréquentent la même église, qui sont loin des joutes politiciennes, qui sont loin des politiciens, se mettre à s'entretuer, là, il y a quelque chose qui... Exactement. Il y a quelque chose qui ne peut pas nous échapper. Exactement. Il faut qu'on retienne ça. Oui, je suis d'accord avec ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé alors? Alors, c'est pour ça que je dis... Oui. Ce que je peux dire, c'est que ces paysans étaient éduqués dans ce sens. Ils ont reçu des armes, ils ont eu des consignes, ils ont fait les statistiques des Tutsis partout dans le pays. C'est-à-dire qu'on a attaqué chez mon beau-frère, où étaient mes enfants, la nuit du 6. C'était planifié, messieurs. Le génocide... Il faut pas... Non, excusez-moi, madame Mouyakazi, je veux juste dire une chose. Il ne faut pas politiser ça. L'ONU a mis en place un tribunal. Le tribunal pénal international pour le Rwanda est un tribunal des vainqueurs parce que c'est Kagame qui faisait ce qu'il voulait avec les Américains. Malgré ça, madame, je suis dans l'obligation de vous faire comprendre il n'y a rien à me faire comprendre. L'ONU, ce n'est pas moi, ce n'est pas Patrick Mbeko. L'ONU a clairement dit que la planification du génocide n'a pas été démontrée. C'est très important de le dire, parce que ça n'a jamais été démontré. Si. Où? Parce que le colonel Théoneste Bagosora... Alors, dans une... Monsieur Mbeko, sur ce point... Allez-y, je vous écoute. Vous êtes penché dans une vie sur une précédente, partie. Dans une vie précédente, puisque je suis juriste aussi, j'ai été stagiaire, juriste associé à la Chambre d'appel du TPIR en Hollande. J'étais sous la bienveillante supervision du patron de l'unité d'appui à la Chambre d'appel, un Togolais, Kofi Koumelio Afandé, qui deviendra plus tard juge pénal international au TPIY. Des Rwandais ont été condamnés. Pour génocide. Il y en a même, puis je le peine dans mon pays. Attention, Richard. Ils ont été condamnés pour génocide. Ils ont été condamnés pour génocide. Oui. Attention. Pour génocide, pour crime de guerre. Pour crime de guerre. Attention. Pour crime de guerre. Richard, il faut faire très attention. C'est là où la nuance est essentielle. Il y a des Rwandais qui ont été condamnés pour génocide. Ils sont nombreux. Mais ils ont été acquittés du chef d'entente en vue de commettre le génocide. Et c'est ça que... Non, il y a eu un cas Théoneste Bagosora, qui a fait venir des milliers de machettes de l'étranger. Richard, si ça, ce n'est pas la planification, les machettes, c'est pour faire quoi? Richard, restons sur les décisions du tribunal pénal international pour le Rwanda. Moi, je ne parle pas des machettes qui ont été commandées. Mais Bagosora, il a été condamné pour génocide. Oui, mais il a été acquitté du chef d'accusation de génocide. Mais non. Non, mais Richard, pour le bénéfice de vos téléspectateurs, j'aimerais qu'on s'en tienne aux décisions du tribunal pénal international pour le Rwanda. Je vous dis ici que le colonel Bagosora a été condamné pour génocide, crime contre l'humanité, mais il a été acquitté du chef d'entente parce que c'est un chef qui est distinct du chef du génocide. C'est ça qu'il faut comprendre. Mais là, il faut comprendre ceci. Chef d'entente, oui, mais chef d'entente. Il a été condamné pour génocide. Point. Parce que dans les chefs d'accusation, il y a le chef de génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et puis crime d'entente. Le grand problème du tribunal pénal international pour le Rwanda était justement de démontrer que le génocide a été planifié. Et comme le tribunal a été incapable, en 2006, on a mis un constat judiciaire. Ça veut dire que
On part du principe que le génocide est un fait de notoriété publique et il n'a plus besoin d'être démontré. C'est pour ça que les gens sont condamnés pour génocide. Et je demande à vos téléspectateurs, et même à vous-même ou à vos recherchistes, d'aller vérifier ce que je vous dis. Le chef d'entente en vue de commettre le génocide, dans le cas de Bagosora... Mais le chef d'entente voulait dire que le tribunal... disons, prouve qu'il y a eu un groupe d'organisation, mais on a prouvé bien que Bagosora... Non, même l'OUA... Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour poursuivre. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission consacrée à la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis. Nous étions en train de parler des cerveaux, ou du moins des chefs d'accusation retenus contre les principaux cerveaux de ce génocide qui a entraîné la mort de 800 000 Tutsis. On doit avouer par honnêteté que Patrick Mbeko avait effectivement raison quand on parlait notamment du colonel Bagosora qui a été bien entendu reconnu coupable par le TPIR de crimes de génocide, mais exempté, en tout cas acquitté de chef de crime d'entente. Nous sommes obligés de le dire par honnêteté, mais ce qui effectivement n'enlève absolument rien au drame dont nous parlons dans cette émission. Madame, j'ai dit dans mon mot introductif, j'ai posé la question, comment se porte le Rwanda aujourd'hui? Comment vivez-vous aujourd'hui? C'est vrai que vous vivez depuis des années en France, mais vous avez encore de la famille au pays. Comment les Rwandais, toute ethnie confondue, vivent aujourd'hui les uns avec les autres? Est-ce que vous avez réussi à transcender ce qui vous a tant divisé et qui vous a fait tant de mal? Au Rwanda, les gens vivent bien. Ils cohabitent. Surtout que tout a été revu. Il n'y a plus d'ethnie au Rwanda. Aujourd'hui, il n'y a plus de carte d'identité qui porte la mention Hutu, Tutsi ou toi. Ça n'existe plus. Est-ce que vous êtes au courant qu'on avait des cartes d'identité comme ça? Où c'est précisé l'ethnie d'appartenance? Toute pièce d'identité devait porter mention ethnique. Et les enfants nés de l'union des deux? Oui. Comment? Très bonne question. L'ethnie du père. C'est l'ethnie du père. C'est une très bonne question que vous posez, pardon, Charles, parce que, vous savez, dans l'histoire du Rwanda, moi, je le dis très sincèrement, autant je compatis avec Mme Munyakazi, autant je ne suis pas d'accord avec elle quand elle sanctuarise pour en faire un drame exclusivement Tutsi. Et c'est ça la contradiction. On dit qu'il n'y a plus de chef. Je parle de ce que j'ai vécu. Oui, je comprends. Mais je sais que le matin, le soir du 6, après quand on a abattu l'avion de Habyarimana, tout de suite des barrages devant les maisons des Tutsis. N'est-ce pas? Pourquoi les Hutus ont pu fuir jusqu'au Congo, jusqu'au Cameroun, jusque dans... Ils ont été massacrés au Congo, les Hutus. Mais je veux dire une chose, Madame Munyakazi. Moi aussi, j'aurais aimé qu'une partie de ma famille aille au Congo, qu'ils puissent avoir des rescapés qui vont jusqu'en Europe. Je comprends, Madame Munyakazi. C'est vrai. Je comprends parfaitement. Parce qu'ils étaient protégés. Non, je vous comprends. Moi, je vous dis, moi, je compatis avec vous, très sincèrement. Mais je vous donne un exemple. Mais je me demande pourquoi la famille du chanteur Corneille. Le père était Tutsi. Est-ce que vous étiez là, monsieur? C'est Corneille qui raconte l'histoire. Comme vous, Corneille écrit un livre sur l'histoire de sa famille, sur son histoire. Son père était Tutsi. Toute sa famille a été massacrée par les hommes de Kagame. C'est ce que Corneille dit. Et il n'est pas le seul. Vous avez aujourd'hui au Rwanda beaucoup de rescapés Tutsi qui se plaignent de ce qui se passe. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que les recherches aujourd'hui, quand on voit émerger d'autres connaissances? Je ne veux pas mettre en doute ce que dit madame. Mais on observe aussi au Rwanda aujourd'hui, parce qu'on dit que c'est un pays qui est uni. Non, le Rwanda n'est pas un pays uni. C'est un pays qui est sous la férule d'une dictature féroce. Vous avez aujourd'hui
dans les 30 ans du génocide, un groupe, il n'y a que les survivants Tutsis qui ont le droit de commémorer. Les survivants Hutus et Tutsis n'ont aucun droit. Mais les survivants Tutsis aussi, attendez. Monsieur, qui les empêche de commémorer? Ils ne peuvent pas commémorer tout simplement parce qu'on ne peut pas le reconnaître. Est-ce que je dois demander autorisation de me souvenir? Oui, mais Madame Ounyakadi, vous connaissez la réalité de votre pays. Transcendons ce point. Il faut différencier. Je vais apporter une nuance. Parce qu'elle a dit tantôt qu'il n'y a pas de mention ethnique. C'est vrai que sous le président Habyarimana, il y avait des mentions ethniques. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas. Mais les Rwandais savent qui est Tutsi, qui est Hutu. Et vous savez le fait de ne pas avoir la mention, déjà, c'est quelque chose. Attendez, dans un rapport confidentiel de l'ambassade des États-Unis à Kigali, envoyé au département d'État. Je sais que je suis en face d'un politicien. Moi, je suis venu vraiment pour rendre hommage. Oui, c'est ce qu'on va faire. Un diplomate américain dit ceci. Un diplomate américain dit ceci. Il dit, et je peux vous présenter ça parce que moi j'aime les preuves hors de tout doute raisonnable. Il y a le diplomate américain de l'ambassade des États-Unis qui soutient le Kagame, je rappelle. Ils disent, il faut faire attention parce que l'abolition de la mention ethnique ne change en rien le rapport de force et de pouvoir qui règne au Rwanda où les Tutsis... Ne serait que sur le plan de la symbolique. Mais sur le plan de la symbolique... Sur le plan de la symbolique. Alors, c'est important, Gatien. Il faut dire une chose. D'abord, il faut dire une chose. Pourquoi ils mettaient la mention ethnique? C'était pour savoir qui est Hutu, qui est Tutsi. Je vous défie d'aller à Kigali, de me dire si tel ou tel est Hutu ou Tutsi. Mais mieux. Là, je continue. Je continue parce que vous avez besoin d'aller à Kigali parce que il suffit de traîner en France ici, vous allez savoir. La communauté rwandaise est divisée entre ceux qui soutiennent le régime. Non, divisée sur les Hutus. Non, ce n'est pas soutenu. C'est pas la question. C'est pas la question. S'il vous plaît. C'est vrai, on a deux camps. Mais oui, c'est ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui ont fui. Il y a des familles génocidaires qui sont ici. J'ose le dire. Comment? Ils ont peur. Ils ont peur d'abord d'approcher les autres. On ne les fuit pas, on voudrait bien même les voir. Vous êtes sûre, madame? Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai interrogé beaucoup. Oui. Si moi, je vous dis, moi, je suis chercheur. Moi, je ne vous dis en partout. Moi, je parle là des Tutsis. Moi, la différence entre vous et moi, je vais vous dire c'est quoi? Moi, je ne suis pas rwandais. J'ai la liberté de parler à tous les Rwandais sans complaisance. Et j'ai vu chez les Rwandais cette division. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt à Gracien, je n'ai pas besoin d'aller à Kigali. Je suis ici, je sais comment ça se passe. Moi, j'ai dit... Moi, ce que j'ai dit... Vous n'avez pas la vérité, vraiment. Moi, ce que j'ai dit... Chacun sa vérité. Vous ne pouvez pas... Alors, juste... Il y a 2 ans. On a des bourreaux. On a des gens qui sont venus ici en 1994. Après avoir massacré les Tutsis. Mais comment pouvez-vous traiter vos compatriotes du génocide alors qu'ils n'ont pas été punis ou jugés? Vous allez dire que des milliers... Parce que ceux qui sont partis, on n'a pas pu juger tout le monde. Alors je rappelle. Vous allez dire que des dizaines de milliers de Hutus rwandais qui sont ici sont des génocidaires? Je n'ai pas dit tout. Mais il n'y a personne qui le dit au Rwanda. Personne qui le dit. Des extrémistes Hutus. Personne ne le dit. Alors, je vais dire un mot. D'abord, ce que j'ai dit, d'abord, on ne peut pas les différencier facilement qui est Hutu et Tutsi. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au Rwanda, il suffit d'aller au Rwanda, discuter avec les gens. On peut revoir les gens. La fameuse dictature dont vous parlez, au Rwanda, quand on y va, on ne voit pas ces dictatures. Je pense qu'il y a beaucoup de pays, même y compris il y a même des officiers Hutus aujourd'hui. Bien sûr. C'est mélangé. Il y a même le ministre de la Défense. Le rapport américain dont je vous parle, justement. Non. Le rapport dit ceci. Pas de rapport vous avez à la tête, quand vous voyez un Hutu au Rwanda, dans des postes de responsabilité, la personne qui vient juste après est un Tutsi et c'est lui qui détient le vrai pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça peut être un rapport. Ça peut être comment est-ce que on sait bien ce que les Américains sortent. Mais alors, mais dans tous les cas, on a les Hutus qui ont des... D'ailleurs, on les différencie même plus. On a les gens qui ont des fonctions. Il y a des militaires, y compris. Figurez-vous que le général Guarafilita, qui était dirigeant du FPR, non, du FDLR au Congo, on l'a ramené au Rwanda, il a eu des responsabilités, il est resté général. Exactement. Il y a des gens qui sont venus, il y a des militaires, il y a beaucoup de militaires Hutus au Rwanda. Et ce qui se passe au Rwanda, il y a un développement, il y a la liberté. Moi, j'ai vu au Rwanda, Gracien, critiquer le ministre.
Monsieur Gratien, c'est la raison pour laquelle je vous dis justement que, en fait, vous me rejoignez sans vous en apercevoir, parce qu'au final, en fait, la question ethnique, elle a toujours été accessoire. Il n'y a jamais eu... Moi, je n'ai pas... Avançons, alors on va avancer. Mais en fait, j'ai une petite question. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il a ce monsieur contre le Rwanda, contre... Pourquoi vous êtes acharné? Je n'ai rien contre... Je peux vous dire très sincèrement, Oui. Madame Munyakazi, je n'ai rien contre le Rwanda. Non. Quand les bonnes choses se font au Rwanda, moi je salue. Moi, c'est par honnêteté intellectuelle. S'il y a des discours comme ça, moi, je n'ai pas... S'il y a des discours Je n'ai comme pas ça... une posture militante, Madame Munyakazi. Mais À la différence... Mais elle a posé une question. Oui, mais moi je dis ceci. Oui. Je n'ai pas de posture militante. J'ai le regard d'un observateur qui a une distance par rapport aux événements. Mais moi, écoutez, vous venez de dire ici que vous êtes deux camps ici. Oui, c'est normal. Oui, c'est naturel. Ça, Non, c'est pas naturel. Ce C'est sont les naturel. événements qui ont fait ça. Non. Les ethnies. Oui. Non, ici, ils ont deux camps. Aujourd'hui, la communauté rwandaise est divisée. Il est divisé. J'arrive. Patrick Meko. Oui, mais l'ethnie ne s'efface pas quand on quitte son pays. Mais elle vient de vous expliquer qu'on a aboli la mention ethnique. Oui, sur le plan de la symbolique. Sur le plan de la symbolique. Toutes les communautés africaines ici sont divisées. Même vous êtes divisés. Alors on va laisser madame Moi, juste une finir invitation. rapidement. Monsieur, j'aimerais bien vous inviter un jour qu'on aille au Rwanda ensemble. Pour qu'on me liquide? Non. Je vous rassure que vous allez revenir en bonne C'est vrai? Si le président Kagame m'invite, On laisse madame terminer son point. Monsieur, je n'ai pas dit qu'il y a deux camps parce que ça s'est créé comme ça. Ça s'est créé à cause du génocide. Imaginez que les gens, ils ont fui le Rwanda depuis 1994. Pour eux, ils vivent dans les années passées. Ceux qui sont au pays, ce n'est pas la même chose. Les gens cohabitent, ils font tout ensemble, ils travaillent ensemble. La vie est devenue normale. C'est qui est normal, maman. Mais ici, les gens se cachent. Madame Onyakazi, moi j'ai vu le même phénomène au Canada, d'où je viens. C'est J'observe partout. le même phénomène. Partout, il y a des- Maintenant, dans le cadre de mes recherches, j'ai discuté avec un Rwandais qui est, lui, moitié Hutu, moitié Tutsi. Et qui est un ancien ministre. Je lui demande, mais comment vous faites? Parce que quand vous avez parlé tantôt ceux qui sont au milieu là, Oui. mais je vous ai dit c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Rwandais prennent l'ethnie du père. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui sont issus du milieu, en fait, ils sont moitié Hutu, moitié Tutsi. Oui. Ceux-là ne savent même pas se positionner. Pourquoi? Parce que du côté des Tutsis, on ne veut pas sentir les Hutus. Et du côté des Hutus, c'est pareil. Monsieur, on n'a pas besoin des gens qui sont positionnés. C'est ça, non, mais c'est ce que on n'a j'ai pas dit. besoin. Oui, mais On a besoin des gens. Le Rwanda est unique, il appartient à tout le monde. Moi, je peux vous donner un cas. par exemple. Pour Moi, construire ça, il faut la vérité, la paix des cœurs. Il ne faut pas juste sanctuariser ce crime. Les gens, ils peuvent ne pas être... Moi, je vous dis personnellement, moi, je suis de l'ethnie Tutsi, comme on l'a dit. J'étais capitaine de l'armée burundaise. J'ai fait la sécurité du président Dadaï. Je l'ai défendu une fois, il voulait le tuer, l'armée qui était dominée par les Tutsis. Je me suis mis à dos les gens, mais je le défendais. Je vous dis que le président Dadaï, qui était Hutu, il avait plus confiance en moi, plus qu'à... Exactement. Voilà. Mais justement, mais c'est vrai ce qu'il dit. Donc, c'est vrai pourquoi? Parce que la question ethnique, pour le tuer, elle a toujours été... Regarde, éloigné. On a dû l'éloigner. Oui, mais ce qu'il dit, c'est pourquoi c'est fondamental? Allez au Rwanda. Mais Vous avez entendu parler des miliciens? Il ne m'a pas répondu. Non, Il va vous répondre. Non, Moi, je vais l'obliger à vous répondre. On parle de milices interamwe, ceux qui ont massacré beaucoup de Tutsis. Oui. Est-ce que vous savez que l'un des présidents des interamwe était Tutsi? Est-ce que vous savez ça? Non, qui? Vous ne savez pas que le président des interamwe était Tutsi? Qui? Non, attendez. Vous ne savez pas que parmi les interamwe, il y avait des Tutsis? Je ne connais pas. Je vous dis qu'il y avait des Tutsis. D'ailleurs, vous dites un cas. Je cite un cas. Au Canada, Ça ne systématise rien du tout. justement parce que je vous donne ces exemples-là. Pourquoi? Pour vous dire que la question ethnique elle-même, elle a été instrumentalisée par des politiciens véreux. Que ce soit du côté des Hutus ou du côté des Tutsis. Écoutez, je vous cite un officier Tutsi de l'armée de Kagame. Le 7 avril, les massacres commencent. Quel officier? Quel officier déjà? J'arrive, il s'appelle Jean-Marie Mukombero, mais j'arrive. On lui dit, attends, j'arrive. Ah oui, attends, je le connais. Je le connais. Parce que attendez, je vais le citer. Bon, ok, je vais le citer. Je ne dis pas je vais le qu'il a commis au Rwanda pour qu'il parte à l'étranger. Il dit, ils ont demandé, quand les massacres commencent, ils demandent, l'officier Tutsi, les militaires Tutsi demandent d'intervenir pour aller arrêter les massacres. Mukombero demande à Charles Kayonga, qui est proche de Kagame. Kayonga lui répond ceci.
Après avoir consulté Paul Kagame, il leur répondit qu'il fallait attendre que beaucoup d'atrocités soient commises et qu'elles soient connues de tous avant de les autoriser à sortir. Kagame s'est autoproclamé, ça c'est un autre qui dit, le sauveur des Tutsis, alors que c'est lui qui a rendu possible leur extermination et qui nous a même empêché de leur venir au secours. Alors que nous avons... Non, j'arrive. Un autre, ce n'est pas... Il y a un autre, ouais. Général Dallaire. Ah oui, le voilà. Quand j'ai demandé à Kagame d'aller directement à Kigali pour arrêter les massacres des Tutsis, il m'a répondu que s'il y avait un prix à payer, ce serait à ces Tutsis-là de les payer. Un autre, Jean-Paul Mugabe, qui dit « Kagame n'aspirait qu'à être l'homme fort du Rwanda, le sang des Tutsis et des Hutus modérés n'avait à ses yeux aucune importance. » Un autre, André Guichawa, chercheur ici en France, quelle que soit l'hypothèse stratégique qui a prévalu, relevant aujourd'hui que la version officielle de l'histoire rwandaise, accréditée depuis la fin de la guerre par le camp vainqueur, occulte un élément essentiel à la compréhension des événements. Le mouvement rebelle issu de la diaspora Tutsi n'est pas entré en guerre ni ne l'a conduite pour sauver les Tutsis. Il s'est emparé par la force du pouvoir à Kigali au prix de la vie de ses compatriotes. Pourquoi je donne ces exemples-là? Parce qu'on avait d'abord... Une chose. Je finis. Laisse-le finir. Pardon, tu prends la parole. Je finis. On n'a pas besoin d'entendre tout ça parce que c'est pas la vérité. Madame Ounyakazi, ce n'est pas moi. Ça, je cite des gens. Non. Pourquoi? Parce qu'on avait d'abord un conflit, je voudrais dire, qui était politico-militaire. Finissez vite. Et quand l'ONU a voulu intervenir, qui a demandé à l'ONU de quitter le Rwanda et a donné 48 heures à l'ONU pour quitter le Rwanda? C'est Kagame. Pas du tout. Une chose. Non, je vais répondre une chose. On a une partie de la question que madame a posée. Oui. Madame disait pourquoi il est contre le Rwanda. Au fond, il n'est pas contre le Rwanda. Je ne suis pas contre le Rwanda. Madame Ounyakazi, moi je vous dis, moi je suis même... Je dis ici, je dis devant cette chaîne, moi je peux soutenir Madame Ounyakazi dans ses actions pour les Tutsis. Pour lui montrer que le général Dallaire, ce qu'il a dit, ce qu'il a demandé au président Kagame, c'est de ne pas intervenir tout de suite quand il y a eu l'attentat de l'avion. Bon, c'est pas bien sûr, ça a été... Bon, ça c'est votre interprétation. Il faut le laisser. Et le Michombero, qui vous dit qu'il a demandé à Charles... Ils étaient à un niveau où ils ne pouvaient pas accéder à lui directement. Parce que lui, il commandait une région, donc il ne pouvait pas y accéder. Tout ce qui dit... Théogène Rudasingwa qui est allé à New York. On ne peut pas parler de tout le monde. Théogène Rudasingwa était avec... Non, mais s'il vous plaît. Parce que Théogène Rudasingwa était le directeur de cabinet de Kagame. Ce que les uns et les autres disent, ça n'a pas d'instruction. Ça n'a pas d'importance. Les gens peuvent dire... Oui, il y a des constructions, mais en réalité, pour sauver l'armée, le RPF n'a pas commencé la guerre pour sauver... Est-ce qu'aujourd'hui... Parce qu'il n'y avait pas des massacres, de génocide. Merci Gatien. Merci Gatien Roudikiza. Madame, vous savez, même quand on parle de la Shoah, vous avez des gens qui demandent de relativiser un peu les choses ne sont pas tout à fait passées comme ça. Donc c'est normal, ça fait partie de la dynamique, ça fait partie de la construction des faits historiques. Il faut l'entendre, il faut faire avec. Le plus important, la question la plus importante aujourd'hui, c'est comment vous réussissez à transcender les vieux démons. Quand je préparais cette émission, j'ai écouté le témoignage d'une rescapée qui dit... On est venu chez nous, ils ont tué ma mère, j'ai passé la journée à nettoyer l'appartement de son sang, et le plus dur, c'est qu'ils ont donné son corps aux chiens. Et elle dit, je ne suis pas d'accord avec le mot génocide parce que ce mot-là ne dit pas tout ce que nous avons vécu. Et vous sentez qu'il y a de la douleur, de la colère, de la révolte. Parce qu'on est allé au-delà de l'horreur. Dans certains cas, en tout cas. La question, c'est comment on réussit à cimenter, malgré tout, l'unité, la cohésion, et vivre avec les plaies du passé. Parce que la survie était nécessaire d'abord. Puisqu'il n'y avait pas... D'abord, moi, je suis en France, il y a d'autres qui sont dans d'autres pays, mais il y a des rescapés qui vivent au Rwanda. Bien sûr. Ils étaient obligés. Moi aussi, je suis restée après le génocide parce que je devais
prendre des informations où ils ont jeté les miens ou comment ils ont été tués, tout ça, bien que je ne suis pas parvenue. Monsieur, pour vous dire comment c'est très grave, les bourreaux, ils ne montrent même pas où ils ont mis les corps des nôtres. Ou bien, c'est comme... Vous n'avez pas eu droit au corps de vos 3 filles qu'ils ont tuées? Comment ça? Et comment ça? Vous ne savez pas où elles ont été enterrées? Ils vous disent dans des fosses, mais vous ne retrouvez aucun signe de toute ma famille, ni pour tous les Tutsis. Ils ont été machetés comme des déchets. Ils les ont jetés même dans les lacs, partout où ils voulaient. Malgré tout, vous trouvez la fosse, vous continuez. Oui, malgré malgré même des gens qui se permettent de parler sur le génocide qu'ils n'ont pas vu. C'est une horreur. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de parler des rescapés, de parler du génocide des Tutsis. Et de dire que, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes politicien ou pas. Non, je ne suis pas politicien, je suis chercheur. Mais moi, est-ce que vous savez comment on a survécu? Est-ce que c'est l'ONU dont vous parlez qui nous a sauvés? Malheureusement, non. Est-ce que c'est la communauté internationale qui est en train aujourd'hui d'écrire n'importe quoi? Oui, mais... Ou bien c'est les Rwandais qui nous ont sauvés? Vous voulez dire Kagame? Dites justement Kagame. Moi... quand je parle, il n'était pas seul. Oui, mais je veux vous mais oui, mais on laisse madame finir et puis vous direz votre mot de la fin. Moi, je ne suis pas hantée par quelqu'un. Je suis hantée par des gens qui nous ont arraché des vies humaines. Oui. C'est ça. C'est très grave. Qu'aujourd'hui, on passe aux gens qui dirigent ou pas, mais sans penser comment ces gens sont aujourd'hui. Ces Nations Unies, il faut leur écrire que les rescapés, ils souffrent, ils ont souffert depuis 1994. Ils cherchent la force. Ils ne cherchent pas à venir ou qu'on envoie des messages comme ça. On se souvient des Hutus, de toi. Moi, je n'ai pas vu de mes propres yeux un Hutu tué dans mon quartier ni là où j'étais. Franchement, ça vous mentir. J'ai su que des politiciens ont été massacrés. Et c'est ce que je me disais avant le génocide. Je me disais, les hommes politiques, ils étaient en discorde avec le gouvernement qui était en place. On se disait, quand les miliciens chantaient toute la ville de Kigali, on se disait, c'est les politiciens qui vont s'attaquer eux-mêmes. Mais on ne pensait pas à tout le peuple rwandais, Tutsi, aux enfants, aux vieilles personnes, aux personnes handicapées, mais pour vraiment exterminer une race. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le reste, ça n'a pas d'importance. Moi, Richard, moi, juste ce que je voulais ajouter. Quant à savoir comment l'avion de Habyarimana a été abattu, un avion, combien d'avions sont écrasés? Est-ce que... Pour vous, c'est un fait banal. Ça ne veut rien dire. Il est mort. Il est mort, d'accord. Il est mort, mais ça ne doit pas emporter 1 million de gens, bien sûr. 1 million de citoyens comme ça, innocents, qui n'ont rien fait. Ok, ce qu'on peut dire, c'est que quand juste l'avion a été abattu, après quand le génocide a commencé, le 7, ce sont les combattants du FPR qui sont sortis de CND, qui sont sortis pour sauver les Tutsis qui étaient dans certains endroits. Et le président Kagame, il a lancé ses forces le 7, dans l'après-midi, pour sauver beaucoup de Tutsis. Il faut dire qu'il a sauvé, s'il n'y avait pas l'intervention du FPR, si par exemple, contrairement à ce que les gens disent, comme quoi il a laissé tuer les Tutsis, s'il n'était pas intervenu, même en force, parce qu'ils sont arrivés rapidement à Kigali, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Donc, on doit vraiment reconnaître, quels que soient les gens qui peuvent juger, on doit reconnaître que l'intervention de l'armée, la rapidité de l'armée a sauvé beaucoup de Tutsis du génocide. Mais le point sur lequel je souhaiterais que vous nous apportiez votre analyse, c'est est-ce que nous sommes aujourd'hui en situation d'éviter ce genre de drame, quand on sait que même 10 ans après le Rwanda, on a eu le Darfour
où il y a eu plus de 200 000 morts officiellement, et qu'aujourd'hui, dans l'est de votre pays, la RDC, il se perpétue des massacres que la communauté internationale, la même communauté internationale que Kofi Annan regrettait de n'avoir pas vu secourir les Rwandais, est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose a changé 30 ans après? La réponse est non. Tant que la réelle politique continuera à guider les décisions des États, je pense qu'on pourra revivre ces mêmes événements. Vous avez dit 10 ans après au Darfour, mais je vous rappelle que 2 ans après le génocide au Rwanda, les hommes de Kagame ont envahi l'est du Congo, ils ont massacré systématiquement les hommes, les femmes et les enfants, Hutus, et aussi les Congolais. Il y a un rapport de l'ONU qui s'appelle le rapport Mapping qui parle d'un possible génocide. Dans le cas de Kagame, ce n'est pas encore... Tout ce que je vous dis ici, vous aurez remarqué, je ne vous ai pas donné mon avis à part mes analyses des questions. Je vous donne des points qui sont vérifiables et précis. Moi, je n'ai pas une posture militante. Non, moi, je ne suis pas venu ici pour défendre un camp ou un autre. J'observe et j'analyse avec la plus grande rigueur les faits. Je peux me tromper, bien entendu. Mais les faits restent les faits. Et donc, si on veut éviter ce genre d'événements, il faut éviter les comportements qui les génèrent. Au Rwanda, c'est une guerre qui a généré ça, qui est une guerre qui a culminé à l'assassinat d'un chef d'État. Et c'est l'ONU qui a dit qu'il y a un lien, que l'attentat est l'élément déclencheur du génocide. On a laissé faire au Rwanda pour des raisons de réel politique. Je rappelle simplement, Richard, c'est très important de le dire, au Rwanda, il y avait des casques bleus de l'ONU, comme il y en a aujourd'hui à l'est du Congo. Il y avait, dans tout le territoire congolais, il y avait les casques bleus de l'ONU. La Minoire. Non, la Minoire. Ah, la Minoire d'abord. Oui, la Minoire d'abord. Il y avait la Minoire. Oui. Lorsque le génocide... Que Dallaire dirigeait. Exactement. Il dirigeait le commandement militaire, c'était dirigé par un diplomate camerounais, Jacques-Roger Boubou, qui a écrit un livre important qu'il faut lire. C'est très important, il faut écouter les Africains qui étaient témoins de tout ça. Alors, quand le génocide commence, la mission des Nations Unies au Rwanda n'intervient pas. Bien au contraire, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui soutenaient Kagame, ont fait pression pour qu'on réduise les casques bleus. Comment comprendre qu'une mission censée être une mission de maintien de la paix puisse être réduite, que ses effectifs soient réduits, alors que les gens sont en train de se faire massacrer. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Français? J'arrive. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Français? Pendant que les gens sont en train de se faire massacrer. Pourquoi est-ce qu'on a réduit les forces de la Minoire? Parce qu'il fallait permettre à Kagame de s'emparer du pouvoir par la force, parce qu'il avait une supériorité militaire par rapport aux forces armées rwandaises. Et une fois que Kagame est en position de prendre tout le pouvoir, vous savez ce qu'on a fait? On a voté un mandat, une nouvelle résolution de l'ONU pour remettre la même mission qui était sur place avec les mêmes règles d'engagement. Donc, c'est pour dire que les gens sont aussi morts à cause du cynisme des intérêts qui guident la réelle politique de certains États. Donc, Kagame lui-même, puisque lui, il faut quand même rappeler que Kagame avait demandé à ce qu'il n'y ait pas d'intervention parce qu'il voulait s'emparer du pouvoir par la force. Donc moi, je crois aujourd'hui qu'il faut que l'Union africaine prenne des dispositions pour éviter ce genre de choses. Kagame n'a jamais demandé à ce que la Minoire n'intervienne pas pour sauver les En tout cas, tant que la réelle politique va guider les décisions des États, nous allons encore revivre les mêmes choses, malheureusement. Merci, Patrick Mbeko. Vous vouliez corriger très rapidement quelque chose? Oui, justement, je voulais dire qu'en fait, le Rwanda, le FPR, notamment Kagame, il a toujours demandé à ce que la Minoire intervienne pour protéger les gens, ce qui n'a pas été voulu. Et vous avez cité les Anglais et les Américains, mais vous ne citez pas les Français, par exemple, qui ont commencé, juste après l'attentat, qui ont visé, il y a des rapports, qui visaient les Belges. Il y avait des rapports qui étaient envoyés dans leur pays. Alors, on a fini l'émission, malheureusement. L'émissaire de Kagame a lui-même dit que j'ai honte de ce que j'ai fait. Théogène Rudasingwa, qui est mieux placé que vous parce qu'il était l'émissaire de Kagame aux Nations Unies. Il a dit lui-même dans son livre, j'ai honte de ce que j'ai fait. Pourquoi il le dit maintenant? Pourquoi il le dit maintenant? Pourquoi il ne le disait pas avant? Il a décidé de dire la vérité. Ça, c'est une bonne question aussi. Attention. En tout cas, avec le Congo, il est outil. Merci. Merci. C'est parce qu'il veut arriver au pouvoir maintenant avec l'aide du Congo. C'est pour ça qu'il va dire n'importe quoi. Mais il ne le disait pas avant. Pourquoi les gens disent des choses? Mais est-ce que ce qu'il a dit est faux? C'est vrai. C'est faux. C'est faux entièrement. Vous n'étiez pas là. Bon, merci. On se disait celui qui était l'émissaire de Kagame lui-même. Bon, alors, on a bien compris. Sur certains points, il n'y aura jamais Absolument, totalement. Je le dis, je le redis ici à Madame Onyakazi, sachez, Madame, que ce qui est arrivé à votre famille, moi, j'ai compati. Et comme pour tous les Tutsis, je le dis ici, si vous avez besoin de moi pour vous soutenir,
sachez que je veux vous soutenir. Merci. Soutenir de comment? Merci. Vous n'aimez pas mon pays et comment vous pouvez me soutenir? Comment je peux détester votre pays? S'il y a quelque chose que vous n'avez pas suffisamment réussi dans cette émission, c'est de ne pas... Déjà, vous semez la haine entre nous. Aujourd'hui, on n'a pas ce discours de Hutu Tutsi. Moi, je suis appelée Tutsi parce que je suis rescapée. Bien sûr. J'ai une étiquette. Et je rappelle le livre. Rwanda 1994, Parole de rescapé. Madame, merci beaucoup. Madame Mwakazi, merci d'avoir participé à cet échange et merci pour ce devoir de mémoire que vous permettez à votre pays de perpétuer et pour rendre hommage aux frères et sœurs rwandais qui ont été injustement assassinés. Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs, c'est le livre dont vous êtes aussi l'auteur. Vous préparez d'ailleurs un autre livre à paraître sur le Rwanda. Merci Patrick Mbeko d'avoir été notre invité. Gracien Oudékinkiza, vous êtes aussi, vous écrivez, j'ai 3 écrivains autour de cette table aujourd'hui. Trahison au Burundi, c'est le titre du livre que vous venez de publier. Et d'ailleurs, vous êtes en train de finir un autre livre à paraître dans les semaines et mois qui viennent. Merci. C'est donc, mesdames et messieurs, la fin de notre émission, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com et surtout, abonnez-vous massivement. Merci à vous. Merci.